Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix responsables. On vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. Comment ça va, Philippe David ? Ça va très bien, Cécile, surtout qu'on va aller dans 3 endroits magnifiques de France et à 3 extrémités pratiquement. C'est vrai. On va vous faire voyager ce soir. On va parler des mairies qui, effectivement, très impactées pour certaines des conditions climatiques. Voilà, c'est ça. Et allez-y, mon cher. Vagues de chaleur, pluie, éclairs, montée des eaux, la ville se trouve en première ligne. 3 maires vont venir détailler leurs réponses. Désimperméabiliser, végétaliser massivement, rafraîchir l'espace public, sécuriser la ressource en eau, protéger les plus vulnérables. Alors, comment financer, prioriser, mesurer l'impact ? Quelle alliance avec les habitants, les entreprises, l'État ? Du cœur historique au quartier périurbain, ils présentent leurs choix, leur calendrier et leurs résultats. Ils sont avec nous ce soir. Jean-Marc Dumoulin, que nous avons gardé maire de Villemur-sur-Tarn. On l'a séquestré. Voilà, c'est ça. Alain Chrétien, vice-président de l'Association des maires de France et maire de Vesoul. Monsieur le maire, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Et Diana Lefebvre, élue déléguée à la transition écologique et énergétique de la ville de Fougères, ville la plus adaptée au changement climatique. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir. Et pendant que vous êtes là, monsieur le maire, j'ai envie de dire Jean-Marc Dumoulin, aujourd'hui, Villemur-sur-Tarn, est-ce que vous avez l'impression que le climat est en train de changer ? Alors on le rappelle que Villemur-sur-Tarn, c'est dans le sud de la France, Absolument. à quelques kilomètres de Toulouse. Globalement, on serait quand même aveugle ou insensible de ne pas s'en apercevoir. Effectivement, les conditions sont assez particulières. Et le problème, c'est que c'est l'effet saisonnalité qui nous trouble le plus. Parce que au mois de juin, il a fait des chaleurs torrides. On a été obligé de fermer les écoles pour mettre des gosses en sécurité, malgré toutes les protections qu'on avait pu mettre en amont. Et globalement, juillet-août, ça a été une catastrophe. Septembre, regardez, c'est pas très bien parti. Donc c'est vrai qu'on a du mal à adapter, si vous voulez, la jauge de réponse au niveau adéquat, quoi. Alors Diana Lefebvre, vous êtes élue déléguée à la transition écologique et énergétique de la ville de Fougères, qui a été élue ville la plus adaptée au changement climatique. On sait que ça ne va pas. Bravo. On sait que ça ne va pas créer des cris de jalousie d'Alain Chrétien et de Jean-Marc Dumoulin. Pas du tout. Est-ce que on en a parlé en préparant l'émission, ça aide parce que la Bretagne, c'est pas le climat le plus chaud qu'il y a en France. Oui, donc c'est pour ça, je pense effectivement que ce document qui est sorti du Parisien, cette étude, a placé la ville de Fougères comme étant, alors je dirais pas la plus adaptée, mais celle où on sera le mieux. Ouais. Avec le réchauffement climatique, tout simplement, vous venez de l'évoquer, effectivement, on est en Bretagne, donc déjà on a le climat pour nous et vis-à-vis des différents risques, on est adapté et effectivement, de toute façon, les actions qu'on mène visent aussi à adapter encore plus la ville. Alors, je me tourne vers Alain Chrétien, vice-président de l'Association des maires de France et maire de Vesoul. En tant que maire et en tant que, en tout cas, vice-présidente de l'Association des maires de France, j'imagine que ce sujet du climat est l'un des enjeux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce que vous êtes régulièrement alerté sur ce sujet ? Effectivement, à l'AMF, on se préoccupe beaucoup de ce sujet. D'ailleurs, j'étais pas plus tard que ce matin dans les bureaux de l'AMF avec David Listard, André Léniel et l'ensemble du bureau où nous avons évoqué ce sujet. Effectivement, il y aura un temps de retard, c'est indéniable. Il va nous falloir de gros investissements, il va nous falloir changer notre fusil d'épaule sur l'urbanisme, sur l'accueil du public. Notre collègue du Tarn, je crois que c'est dans le Tarn. Hein. Non, c'est dans la Haute-Garonne, mais c'est au bord du Tarn. Ouais. J'étais pas loin. On a un défi à court terme, c'est celui de protéger les populations les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes malades, les enfants. Et ça peut pas attendre. Effectivement, au mois de juin, on a eu de très très grosses chaleurs. Beaucoup d'écoles ont dû fermer tellement c'était des fournaises dans les salles de classe. Il faut mettre des climatiseurs dans les EHPAD parce que les personnes âgées subissent ces grosses chaleurs. Donc on a un enjeu de court terme, protéger nos populations fragiles, et un enjeu de long terme, adapter la ville à ces nouvelles conditions climatiques, la chaleur, mais on peut aussi parler des inondations qui sont de plus en plus fréquentes dans certaines parties du territoire. Mais le problème, c'est que en fait, on se rend compte qu'il faut tout changer, de l'habitat à la ville, et pour ça, il faut des moyens. Comment aujourd'hui, quel est l'enjeu, comment on peut faire, vers qui se tourner, et comment les mairies aujourd'hui et je pense aux petites communes qui n'ont pas les moyens, vont pouvoir s'adapter?
Alors, il y a une directive européenne qu'on a évoquée ce matin justement au bureau de l'AMF qui oblige tous les bâtiments publics à partir de 2028 à être des bâtiments neutres en énergie, c'est-à-dire qu'ils ne consommeront pas d'énergie carbone et qu'ils seront donc en lutte contre le réchauffement climatique pour justement éviter de générer du CO2. Et on a un débat parce que la transposition française qui est prévue, elle accélère au 1er janvier 2026. Bah oui. Au 1er janvier 2026, c'est demain. Quelques semaines. C'est demain. Et d'autant plus que le problème qu'on a, c'est que ces adaptations vont nous coûter quasiment 10% plus cher. 10% plus cher, c'est-à-dire que pour un gymnase qui fait 4 millions d'euros, c'est 400 000 euros supplémentaires qu'il va falloir sortir pour financer ces nouveaux investissements adaptés au changement climatique. Donc il y a un mur financier devant lequel on est et on ne pourra pas respecter cette directive européenne dans les temps qui nous est imparti. C'est financièrement impossible. Vous connaissez aussi le contexte financier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Oui, bien sûr. On en a vaguement entendu parler. Lequel? Je vois pas. Donc on est quand même un peu dans des injonctions contradictoires où on nous demande de faire des économies et en même temps de dépenser plus. Donc c'est un vrai sujet. Jean-Marc Dumoulin veut réagir, Cap au Sud. Non, mais globalement, moi je suis très d'accord avec vous, chers collègues, parce que sur du neuf encore c'est anticipable. Vous voyez ce que je veux dire ? Même s'il y a un surcoût, c'est anticipable. Après, on peut avoir un débat sur l'argent public, l'argent privé. Hein. Les coûts sont pas les mêmes pour la même réalisation, très clairement. Après, le problème c'est l'adaptation des bâtiments existants. L'État soutenait, avec le département et très très faiblement la région maintenant, parce que la région dépense beaucoup d'argent, au travers de la DETR. Et pour c'est quoi la DETR ? C'était la dotation d'équipement des territoires ruraux. C'était une subvention qui venait, si vous voulez, compléter l'arsenal qu'on avait sur les départements et sur les régions pour nos communes. Après, ça a glissé vers le fonds vert. Le fonds vert, c'était justement cette vocation-là. C'était justement fait pour ça. Le problème, c'est que comme la DETR a fondu, on est allé chercher dans le fonds vert. Et qu'aujourd'hui, quand vous demandez des aides au niveau du fonds vert, on n'y arrive pas. Après, j'ai une autre information, monsieur, pardon, j'en profite d'avoir un vice-président de l'AMF. Il essaye de se faire pistonner, là. Vous savez, globalement, effectivement, il y a le risque d'inondation, c'est très clair. Il y a le risque de canicule, c'est très très clair. Il y a les sols qui bougent, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de maisons aujourd'hui qui s'écroulent et qui sont fissurées à cause de ça. Et je trouve que ce qui va être important de gérer, c'est l'alimentation en eau potable. Parce qu'on a des rivières qui montent à plus de 25 degrés aujourd'hui. C'est des surcoûts phénoménaux pour garantir une sécurité. Parce que on ne peut pas théoriquement pomper à plus de 25 degrés. Et l'autre sujet, ça va être l'électricité. Ça va être comment fait-on pour garantir un approvisionnement en électricité de nos communes. La centrale de Golfech, vous avez 2 réacteurs, un est toujours quasiment fermé et le deuxième peut plus fonctionner parce que l'eau est trop chaude et refroidit pas. J'explique, c'est une centrale nucléaire qui est à côté de Valence d'Agen, entre Agen et Montauban, voilà. Allez. Chers collègues, deux sujets, 2 réponses tout à fait pertinentes, 2 réponses à ces questions pertinentes. L'eau. Aujourd'hui, dans nos architectures, dans nos permis de construire, on n'a pas un double système. On alimente nos chasses d'eau avec de l'eau potable. C'est vrai. On alimente notre consommation humaine avec de l'eau potable, alors qu'on devrait avoir 2 systèmes. Un système de récupération d'eau de pluie pour les usages. C'est possible. Pas sur du lieu. Exactement. Sauf que les architectes ne sont pas encore vraiment adaptés à ce sujet-là. Et que quand on dépose des permis de construire et qu'on demande des doubles réseaux, naturellement, c'est des coûts supplémentaires. Et puis l'électricité. Oui, on peut poser des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics. Mais souvent, les assurances nous refusent d'assurer ces panneaux photovoltaïques parce que vous avez des problèmes d'échauffement électrique, des risques d'incendie qu'aujourd'hui on ne sait pas gérer. Mais Alain Chrétien, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on vient de l'apprendre en fait. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on en parle et à chaque fois qu'on en parle, on a l'impression d'être mis au pied du mur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que les choses se sont pas organisées depuis autant d'années ? Il y a une inertie complète dans les mentalités, dans les prises de conscience, dans les financements, on vient de le voir, dans la technicité, dans la manière de faire évoluer nos infrastructures. Rappelez-vous, il y a une 60aine d'années, Édouard Herriot, qui était maire de Lyon, voulait faire entrer les autoroutes, voulait faire entrer l'A6 dans Lyon. Oui. Et il a fallu des années avant d'évacuer toutes ces voitures de nos centres-villes. Oui. Donc on a des grandes tendances qui prennent des décennies pour changer, pour modifier l'aspect d'une ville. Et aujourd'hui, personne n'envisagerait de mettre une autoroute, de faire traverser Lyon par une autoroute à 2 fois 3 fois. Ah non, c'est clair. Je confirme que non. Dany Lefebvre, on parlait des cours d'eau. Vous, à Fougères, il y en a 3. Il y a le Bulot,
sans mayonnaise. Il y a le Couesnon qui a mis le Mont-Saint-Michel en Normandie. Si le Couesnon dans sa folie n'eût mis le mont en Normandie, comme dit un poème. Et vous avez le Nançon. Et vous, des rivières souterraines, vous les mettez à l'air libre pour aérer, pour rafraîchir. Expliquez-nous comment vous faites. J'avais jamais entendu ça, je trouve ça. Non, mais c'est génial. Je trouve que l'idée est géniale. Non, l'idée effectivement, c'est de revenir autrefois pour se débarrasser un peu des cours d'eau qui gênaient dans l'aménagement des villes. On les a canalisés. Et donc là, on est dans le cadre d'un projet urbain, d'un pôle d'échange multimodal, et on a saisi l'opportunité pour faire revenir. Alors c'est un tout petit cours d'eau, un petit rue, qui va remonter à la surface et qui va nous permettre d'aménager la ville. C'est tout ce travail d'aménagement où on va rafraîchir, utiliser le cours d'eau pour rafraîchir l'espace public, mais également rajouter, en plein cœur de ville, et puis on va rajouter des arbres, travailler avec maintenant, il y a toute une réflexion avec le risque submersion et le fait qu'on a trop d'eau l'hiver et on n'en a plus l'été, de la garder sur place. Et en fait, on essaye de développer des outils. Aujourd'hui, on est sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc, on essaye par des projets comme cela de garder l'eau au cœur de la ville et que l'été, nos arbres puissent restituer, puisque c'est les meilleurs climatiseurs qu'on puisse avoir en milieu urbain. Mais ça veut dire que ça va entraîner des coûts, puisque j'imagine que quand vous avez un cours d'eau à l'air libre, il faut nettoyer les rivières, en tout cas ces cours d'eau. Est-ce que ça, vous l'avez mesuré, j'imagine ? Alors en fait, entre le gain qu'on va pouvoir avoir avec le cours d'eau et effectivement le coût, il faut savoir que nous, le coût, de toute façon, on a été accompagné par les agences de l'eau. Là, ça rentre complètement, effectivement, sur le fonds vert. On voit les difficultés aujourd'hui pour avoir les financements. Mais pour ce qui est du débusage de ce cours d'eau, on est encore accompagné par les agences de l'eau, malgré le fait qu'elles sont un peu mises à mal aussi, elles, de leur côté, au niveau budgétaire. Voilà, donc ça, c'est une réalité concrète qui fait écho à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Mais il faut aussi apprendre quelque part. Oui, ça peut apporter des désagréments d'avoir un cours d'eau, d'avoir des arbres. Mais là, on est en plein cœur du sujet. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de l'importance de l'atténuation vis-à-vis du réchauffement climatique, mais aussi de l'adaptation. Et l'adaptation, je pense que un des nœuds principaux, alors il y a le problème financier, mais il y a aussi le problème du changement de paradigme auprès de la population. C'est-à-dire d'accepter, oui, peut-être que les feuilles, c'est le meilleur climatiseur, mais les feuilles qui tombent des arbres, elles dérangent un petit peu la population. L'herbe, elle pousse et les feuilles tombent. Ça dérange, tout dérange, mais en fait, il faut accepter la nature parce que dans les aménagements, et aujourd'hui, on voit que c'est la nature qui est notre meilleur allié. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant et on verra effectivement comment l'AMF, les propositions qui ont été faites pour soutenir les maires dans cette prise de décision. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix responsables. Comment les villes s'adaptent-elles au changement climatique ? Avec nos invités, Jean-Marc Dumoulin qui est avec nous, maire de Villemur-sur-Tarn, Alain Chrétien, vice-président de l'Association des maires de France et maire de Vesoul, Diane Lefebvre qui est avec nous, élue déléguée à la transition écologique et énergétique de la ville de Fougères. Et je le rappelle, c'est selon le Parisien la ville la plus adaptée au changement climatique. Et on l'imagine bien. Jean-Marc Dumoulin, vous vouliez revenir sur ce que je disais tout à l'heure en disant pourquoi les choses, finalement, on est au pied du mur. Est-ce que c'est une histoire d'idéologie ? C'est une histoire d'idéologie à l'origine. C'est vrai que l'écologie, elle était excessivement vertueuse à une époque. Elle n'a pas été acceptée par le grand public. C'était très dogmatique, c'était très donneur de leçons. Et très punitif. Globalement, c'est vrai que le fond, il est là, et la forme, peut-être, n'existait pas. Et je pense qu'on a pris beaucoup de retard, mais je le vois même nous, dans nos rapports, je sais pas comment c'est, vous, mes chers collègues, mais nous, avec les rapports, des fois, avec la DDT ou l'Adréal, je peux vous dire que c'est pas simple. Eux savent, nous, on sait rien. Et de toute façon, il y a la règle, il y a la loi, et on n'arrive pas forcément à transiger. Parce que vous parliez tout à l'heure de la mise à jour de la rivière et du rue. C'est sympa, hein. Moi, j'avoue franchement que l'idée, elle est géniale. Mais vous allez voir, il y a des gens qui vont vouloir curer, et puis on va vous interdire de curer, et il va falloir prévoir des zones d'épanchement. Enfin, ça va être quand même un poème. Hein. Alain Chrétien, vous, à l'AMF, vous faites... pas mal de choses, vous informez également les autres élus, que ce soit à Fougères, à Villemur-sur-Tarn ou même ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fait l'AMF pour venir en aide aux 35 000 maires de France et de Navarre ? Déjà, je voudrais dire que moi, je ne connais pas aujourd'hui de maire responsable climato-sceptique.
tout le monde a pris conscience de ce problème et franchement, chacun a envie de faire avancer les choses. Sauf que les moyens sont très différents par rapport d'une collectivité à une autre. C'est pas forcément parce qu'on est maire écologiste qu'on est plus écologiste que ceux qui ne le sont pas. Exactement. Il y a une prise de conscience qui est aujourd'hui collective, mais comme l'a dit le collègue, on est parfois face à des injonctions contradictoires. Par exemple, le zéro artificialisation nette, ce fameux ZAN, qu'il faut qu'on économise la consommation foncière qui est un puits de carbone. Les terres agricoles sont des puits de carbone, sont des outils de travail pour les agriculteurs qu'il faut protéger. C'est aussi des puits de carbone. Mais en même temps, on est face à une pénurie de logements. Donc, comment on fait pour produire plus de logements en consommant moins de terres agricoles? Ça veut dire qu'il faut densifier la ville. Ça veut dire qu'il faut dire aux voisins, vous allez avoir un immeuble en face de chez vous de 3 à 4 étages. Ouais. Ça veut dire qu'il faut aller chercher des dents creuses, ce qu'on appelle des dents creuses, donc des terrains, du foncier immobilisé en plein centre-ville. Il faut aller l'exproprier, il faut l'acheter de manière parfois un peu difficile avec les propriétaires et ensuite faire accepter. Donc là aussi, c'est un changement en termes d'urbanisme où pendant longtemps, on a tartiné des lotissements à la sortie des villages, à la sortie des villes, où c'était pas un problème. Les zones commerciales. Les zones commerciales qui ont imperméabilisé, tout ça c'est terminé. Il va falloir complètement changer les choses et ça ne peut pas se faire en quelques années. Ça va prendre malheureusement, j'allais dire, plusieurs décennies afin qu'on change complètement la vocation d'une ville. Mais est-ce qu'il faut laisser un peu plus de pouvoir aux maires aujourd'hui pour s'organiser? Parce que effectivement, quand les politiques publiques redescendent, elles sont compliquées à mettre en place en fonction, j'imagine, de la commune. Et il faudrait peut-être laisser un peu de lest à certaines personnes pour avoir le temps de s'organiser. Alors Philippe me demandait qu'est-ce que fait l'AMF pour ça justement. L'AMF, elle milite pour qu'on fasse confiance aux maires. C'est ça. Que l'État central fasse confiance aux maires. Que l'État central laisse au préfet la capacité de négocier avec le maire en lui donnant parfois plus de temps pour faire les choses, en adaptant la règle. Effectivement, si la règle demande 100 et qu'on est à 97 ou 98, c'est pas grave, on est presque à 100. Avec une tolérance. Avec une tolérance, avec une espèce de négociation, une négociation où on comprend l'esprit de la règle et que parfois on n'a pas forcément les moyens de l'appliquer à 100%. Mais une bienveillance, surtout une bienveillance, parce que c'est dans le projet commun. Mais il faut que la bienveillance, elle soit dans tous les services de l'État et qu'effectivement, parfois, on a des services de l'État qui viennent dresser des procès-verbaux et on se retrouve en correctionnel devant le tribunal parce qu'on a curé un fossé trop tôt, 3 jours trop tôt ou 3 jours trop tard, parce qu'on a détruit une haie, parce qu'à un moment donné, il fallait faire passer un chemin rural. Et parfois, on a des maires qui se retrouvent devant le tribunal parce que, alors qu'ils sont de bonne foi, ils ont fait des choses qui, selon le code stricto sensu, ne conviennent pas. Donc là aussi, il faut qu'on ait de l'indulgence de la part de tous ces maires qui sont très souvent de bonne foi. Diana Lefebvre, vous avez fait une chose que c'est surprenant. On dit souvent qu'en Bretagne, ce n'est pas négatif, il pleut un peu plus qu'ailleurs. Mais pourtant, non. vous risquez de manquer d'eau au point que vous avez changé le PLU, le plan local d'urbanisme. Comment est-ce que vous avez fait ? Alors oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est dans le PLU, on va travailler sur la gestion intégrée des eaux pluviales aujourd'hui avec tout un aménagement. On avait peur de l'eau, on la jetait dans notre cours d'eau, dans notre Nanson qui jetait dans le Couesnon et le Mont-Saint-Michel. Donc au lieu de tout déverser au Mont-Saint-Michel, on va essayer de garder l'eau un petit peu pour nous parce qu'on en a besoin. Et en fait, il y a une réalité qui est peut-être difficile à comprendre aussi dans le reste de la France, c'est qu'il y a une particularité bretonne, c'est qu'on est sur un massif granitique. Oui. Et que, c'est très tellurique, oui. Voilà, on n'a jamais vraiment manqué d'eau parce que on avait une pluie qui était régulière et constante au cours de l'année. Maintenant, on va avoir plutôt des phénomènes, peut-être la même quantité, mais beaucoup plus en hiver. Et on le voit, la Bretagne a été en alerte cet été. Parce que, en fait, nous, la plupart de nos points d'eau, ils sont à la surface. On les prend sur les rivières ou à quelques mètres de profondeur seulement. Donc c'est un vrai problème, la ressource en eau, mais vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est généralisé pour l'ensemble de la France, c'est-à-dire que dans l'adaptation, il y a notre gestion de la ressource en eau qui est au cœur, et donc on essaye au quotidien de la gérer l'hiver pour éviter les inondations, de la garder, de l'intégrer
et de l'avoir quand on en a besoin. Et alors, Philippe, Cécile, oui, il y a un vrai sujet, un sujet financier aussi. Bien sûr, ce que je disais au début, bien entendu. On demande à nos concitoyens d'économiser l'eau, donc de réduire la consommation, donc de réduire le chiffre d'affaires. Et dans nos collectivités, c'est l'eau qui finance l'eau. C'est les factures d'eau qui doivent financer les travaux sur les réseaux d'entretien et d'investissement. Ça veut donc dire qu'on a un chiffre d'affaires qui baisse, parce que les gens, et c'est bien, économisent de l'eau, sauf qu'on a toujours nos réseaux à entretenir, les taux de fuite, c'est-à-dire la rentabilité du réseau qui doit toujours être élevé. On a des usines des eaux qui pompent de l'eau, donc on a des charges fixes qui continuent à être ce qu'elles sont, mais on a des recettes qui petit à petit sont en train de baisser. Donc la seule variable d'ajustement, c'est le prix de l'eau. Et donc, à un moment donné, nos concitoyens devront bien comprendre que l'eau va coûter de plus en plus cher, parce qu'en en consommant moins, mais en ayant toujours les charges financière d'investissement, il faudra bien équilibrer le budget à un moment donné. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, madame, c'est de dire, vous avez un autre enjeu aussi, c'est d'embarquer vos administrés avec vous. C'est-à-dire que quand vous prenez des décisions qui sont à long terme, qui coûtent de l'argent, c'est comment, par exemple Jean-Marc Dumoulin, comment embarquer ceux qui payent, parce que c'est aussi la commune, mais c'est aussi vos administrés. On en parlait, on l'évoquait tout à l'heure là. Globalement, c'est quand même dur de faire adhérer des gens à un projet à usage collectif. On aura toujours quelques éléments qui vont avoir une vérité, vraie ou fausse au demeurant, mais qui vont toujours avoir une vérité fausse, c'est rare quand même. Et demandez à Trump. Et donc globalement, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais je suis très séduit, madame, parce ce que vous avez fait comme projet, ce que vous avez réussi à faire. Mais vous voyez, j'ai la même interpellation que vous n'êtes pas en PLUI, par exemple, non plus. C'est quoi le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Voilà. Et donc chacun dans sa... Pardon ? On va y aller justement. Vous avez bien de la chance. Écoutez, je vais vous laisser mon mail, vous m'enverrez tous ces documents parce que et puis ces prochaines élections, si vous voulez venir habiter dans le sud, il fait bon. Mais non, globalement, je crois qu'il y a quand même une incompréhension globale des procédures à mettre en place et des process qui sont à mettre en place, parce que les gens sont dans une immédiateté de réaction et ça devient très compliqué à faire passer des projets à long terme. Enfin, moi je trouve. Alain Chrétien, vous êtes forcément toujours en négociation. Est-ce qu'il y a des choses positives qui peuvent éventuellement se débloquer ? Oui, on sent qu'il y a une volonté de l'État de déconcentrer, c'est-à-dire de donner plus de pouvoir au préfet, pour que le préfet ait une vraie autorité sur, comme le collègue parlait de la DREAL notamment. Souvent, la DREAL, c'est une administration un peu indépendante. C'est la direction régionale de l'équipement, de l'environnement, c'est ça. La folie des acronymes, allez-y. Oui. et voilà, cette direction régionale, parfois, se sent un peu toute puissante et au-dessus de l'autorité du préfet. Oui, le préfet de département, nous, on souhaite que le préfet de département, il ait l'autorité sur tous les services de l'État pour qu'il essaie d'éviter les injonctions contradictoires. Que d'un côté, on demande à faire plus de logements et que d'autres, on interdise l'urbanisation. Donc, ce qu'il faut, c'est que le préfet, avec nous, travaille ensemble et que toutes ces administrations soient sous son autorité pour éviter que les unes fassent le contraire des autres. Parce que parfois, ça arrive que les mêmes services de l'État se contredisent entre eux. Et là, nous, on est au milieu de tout ça et parfois, c'est très, très peu compréhensible. Bon, on va vous lancer une invitation quand même, parce que on fait un secret de Polichinelle, comme tous les ans, Sud Radio, Les Vraies Voix seront en émission au Salon des maires. Oui. Vous allez nous rendre visite pour faire connaissance, vous allez monter Alain Chrétien et Diana Lefebvre. Avec plaisir, on sera présent au Salon des maires. Diana Lefebvre, vous serez là ? J'essaierai. On sera ravis de vous accueillir au Salon des maires. On a déjà embarqué Jean-Marc Dumoulin. Et nous sommes preneurs des spécialités culinaires locales. C'est Cécile de Minibus qui n'osait pas le dire. Je transmets le message subliminal. Ce sera la cancoyote. C'est bien. La saucisse cancoyote, galette saucisse pour Diana Lefebvre et saucisse de Toulouse pour Jean-Marc Dumoulin. C'est parfait. On sortira léger, c'est ça qui est bien. Voilà, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemeur-sur-Tarn. Très instructif, merci. Merci beaucoup Alain Chrétien, vice-président de l'Association des maires de France, et embrassé pour nous, bien entendu, David Lisnard, maire de Vesoul. Et merci beaucoup Diana Lefebvre. C'est votre première sur Sud Radio. Vous reviendrez quand vous voulez. Élu délégué à la transition écologique et énergétique de la ville de Fougères. Cette ville qu'il faut absolument aller visiter, cette commune, pour plein de raisons. Et la montagne. Grâce à Diana Lefebvre. Allez, passez une très bonne soirée. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. On embrasse Maxime, Justine, avec
Aude, bien entendu. François Louis. Et Baptiste. Absolument. Et nous, on se retrouve demain à Lyon, au Salon de l'Automobile. À partir sur le stand de Mobiliance à 18h. Et dans un instant, Magali Berda. On vit pas dans la même France. Passez une très belle soirée. À demain. Salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.